Elle s'engageait là où des gens disparaissaient sans laisser de traces, persuadée que cela ne lui arriverait pas. Jeune chercheuse venue d'Europe, elle avait décidé de traverser le parc national du Chagres en pleine saison des pluies, alors que même les guides les plus expérimentés perdaient leur chemin. Mais la certitude de Laura Schmidt devint sa plus grande erreur. Pas après pas, la forêt l'entraînait vers un lieu d'où nul ne revenait. Laura avait 27 ans. Elle était ethnographe, originaire d'Allemagne. Son nom figurait encore dans les catalogues universitaires. Ses photos illustraient récemment les rapports des expéditions étudiantes. Cheveux blonds attachés en chignon, sac à dos bien arrimé, sourire confiant. Elle croyait que la science n'était pas seulement faite de livres et de conférences, mais aussi d'expériences vécues auprès de peuples qui avaient su préserver leurs traditions ancestrales. Depuis l'enfance, elle était attirée par l'inconnu. Quand d'autres adolescents se passionnaient pour la musique ou le sport, elle passait des heures à feuilleter des ouvrages illustrés de jungle et des cartes d'Amérique centrale. Pour elle, les Mbera, ce peuple des montagnes du Panama, incarnaient la preuve qu'il existait encore des lieux où l'histoire s'écrivait, non pas dans des musées, mais dans la réalité. Elle avait préparé sa première véritable expédition pendant près d'1 an. Ses moyens étaient limités. Une bourse de recherche suffisante pour financer le billet d'avion, un sac à dos, un équipement de base et quelques frais de subsistance. Mais c'était assez pour qu'elle se dise « j'y vais ». Ses collègues avaient tenté de la dissuader. Partir seule dans le Chagres relevait de la folie. Laura resta inflexible. Elle voulait prouver qu'un ethnographe pouvait tracer sa route en solitaire, que la discipline et le savoir pouvaient remplacer un groupe et un guide. À Panama City, elle ne passa que 2 jours. Dans l'auberge de jeunesse bondée de touristes armés de cartes et de jumelles, on la remarqua vite comme la fille au sac à dos qui cherche des sentiers. Elle n'engagea pas de guide, ne chercha pas de compagnon de route. À ceux qui l'interrogeaient, elle répondait calmement « Je dois faire ce chemin seule ». Dans sa voix, aucune hésitation. Son équipement était simple, mais choisi avec soin. Une tente légère, un réchaud à gaz, un appareil photo, un dictaphone, plusieurs carnets, un GPS et une carte papier pour pallier toute défaillance. Elle savait que la saison des pluies au Panama était rude, mais elle était convaincue que sa préparation suffirait. Quand les habitants lui disaient « En ce moment, il ne faut pas y aller, les rivières débordent, les sentiers disparaissent », elle se contentait de sourire. Elle pensait que sa discipline et sa prudence feraient d'elle l'exception à une statistique funeste. Tôt le matin, un bus la déposa à l'orée des parcs. Derrière elle, la ville et son tumulte. Devant, une mer verte de jungle. Les premiers pas furent aisés. Le sentier serpentait entre les arbres. Des rayons de soleil filtraient à travers les frondaisons. Les oiseaux s'appelaient au-dessus de sa tête, l'air saturé d'odeurs de terre humide et de feuilles. Elle sortit son dictaphone et nota ses premières impressions. Sol meuble, cris de perroquet, traces de tapir. Tout se déroule comme prévu. Sa voix sonnait vive, assurée. À midi, la forêt changea. De lourds nuages s'amoncelaient, puis les premières gouttes frappèrent les feuilles. En quelques minutes, un déluge s'abattit. La pluie transforma le sentier en torrent de boue. Son GPS se mit à faillir. La flèche bondissait d'un point à l'autre. La carte ne correspondait plus au terrain. Elle déplia son itinéraire papier, vérifia la direction, griffonna dans son carnet. Pluie battante, visibilité réduite, cap maintenu. Son écriture déjà s'effaçait sous l'eau. Soudain, un détail l'arrêta. Un bout de corde ancienne, recouverte de mousse, pendait à une branche. Plus loin, des restes de foyers éteints. Tout laissait penser que quelqu'un était passé par là, puis avait quitté les lieux en hâte. Un frisson la parcourut. La forêt, jusque-là pittoresque, devenait soudain étrange, menaçante. Le soir venu, la pluie ne cessait pas. Elle atteignit un promontoire, d'où s'ouvrait une vue sur l'océan infini de verdure. Tout en bas, luisait la rivière Chagre, qui avait donné son nom au parc. Elle sortit son appareil photo, mais l'objectif se couvrit d'une pellicule d'eau, et au lieu d'un cliché, elle n'obtint qu'une masse verte floue. Seule sa voix resta enregistrée. Il me semble que c'est ici que commence la véritable épreuve. Ces mots deviendraient l'une des dernières traces retrouvées sur son dictaphone. La nuit tomba d'un coup.
Dans la jungle, l'obscurité s'impose brutalement. Chaque minute perdue peut coûter le chemin. Elle monta sa tente, dressa un petit camp, tenta de s'endormir. Mais la pluie martelait sans répit la toile, l'eau ruisselait le long de la pente et s'infiltrait sous son sac de couchage. Elle se retournait sans cesse, à l'affût du moindre craquement, du moindre bruissement. Une seule pensée revenait, il faut revenir avant la nuit, mais le temps lui échappait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Laura nota dans son carnet, itinéraire connu, les habitants disent qu'il est sûr, l'essentiel c'est de garder le rythme, je vais y arriver. Ces mots avaient l'allure d'un mantra, d'une tentative de se rassurer, mais sa confiance commençait déjà à se fissurer. Cette nuit-là, la forêt sembla la mettre à l'épreuve. Les sons devenaient étranges. Parfois, elle croyait percevoir des pas, des branches qui se rompaient. Mais quand elle sortait de la tente, il n'y avait que la pluie et le noir. L'humidité s'infiltrait partout, dans les plis de ses vêtements, dans les pages de ses carnets, jusque dans les lentilles de son appareil. Même sa respiration paraissait plus lourde. Elle se recoucha, ferma les yeux, mais une question résonnait dans son esprit. Et s'ils avaient raison? Et si partir seul avait vraiment été une erreur? Elle repoussa l'idée, se tourna sur le côté. Le sommeil pourtant ne vint pas. Dès la première soirée, son expédition planifiée s'était muée en épreuve. Le sentier devant elle se dissolvait dans le brouillard, sa confiance s'effritait avec la lumière du jour, et la forêt semblait déjà effacer ses traces. Elle se réveilla dans un monde où même le matin ressemblait à la nuit. Le brouillard était si dense qu'on aurait dit que la terre elle-même s'était élevée dans l'air pour dissimuler le chemin. Laura croyait que le sentier l'amènerait vers les villages en Bera, mais chaque pas l'entraînait au contraire dans un chaos où les règles familières ne s'appliquaient plus. La jungle semblait vouloir la mettre à l'épreuve. Combien de temps faudrait-il avant que sa confiance ne se transforme en peur? Au réveil, elle découvrit que son sac à dos était trempé, que ses vêtements, gorgés d'eau, pesaient davantage et que son carnet avait gonflé au point que les pages se boursouflaient et tenaient à peine. Elle s'assit directement sur la terre humide et alluma son dictaphone. Le sentier a presque disparu, la visibilité est mauvaise, l'humidité oppresse, mais je dois continuer. Sa voix restait ferme, mais une tension sourde s'y devinait. La forêt l'enveloppait de toutes parts. Les arbres dressaient une muraille enchevêtrée de lianes, et chaque détour se ressemblait. Laura essayait de noter des repères, un tronc abattu, une pierre, un motif sur une écorce. Mais au bout de quelques minutes, tout s'effaçait, englouti dans le chaos vert, et elle comprenait de nouveau qu'elle avançait vers nulle part. Le GPS se comportait étrangement. La flèche sautait, indiquant tantôt le nord, tantôt l'est. La boussole paraissait plus fiable, mais le sentier avait disparu totalement. Elle marchait vers le nord-est, du moins le croyait-elle, mais sa certitude s'étiola pas à pas. À midi, elle fit halte près d'un petit ruisseau. Assise sur une pierre trempée, elle recueillit de l'eau et la fit bouillir dans sa tasse métallique. Le courant semblait limpide, mais l'odeur de feuilles en décomposition éveillait le doute. En observant les bulles éclore à la surface, elle s'autorisa pour la première fois depuis le départ une question. N'ai-je pas commis une erreur en partant seule? Elle repoussa aussitôt l'idée, mais l'inquiétude resta tapie. Quelques instants plus tard, le ciel se déchira. La pluie s'abattit d'un coup, un torrent dévalant la pente. Le ruisseau auprès duquel elle était assise se changea en rivière boueuse. Le sol tremblait, l'eau emportait branches et feuillages. Elle attrapa précipitamment son sac et recula, observant son lieu de repos disparaître sous le flot sale. Dans son carnet, elle griffonna. La forêt bouge, l'eau transforme tout. Il faut accélérer, sinon je perdrai ma route. La marche devint plus pénible encore. Chaque pas s'enfonçait dans la boue. Ses jambes s'y engloutissaient jusqu'aux chevilles, parfois plus. Elle trébuchait, s'agrippait aux branches, tombait, puis se relevait. La sueur coulait sur son visage, se mêlant à la pluie. Son sac lui semblait peser une montagne. Mais Laura continuait, soutenue par l'idée qu'un but l'attendait et que ce but valait la peine de souffrir.
Le soir venu, elle atteignit une petite clairière. Des traces humaines y apparaissaient, un ancien foyer, des restes de constructions en bois. Cela aurait dû la rassurer, mais le sentiment fut tout autre. Les cendres étaient détrempées, froides depuis longtemps. Aucun objet, aucun débris, aucun signe de vie. Tout donnait l'impression que le camp avait été abandonné à la hâte ou soigneusement effacé. Elle alluma son dictaphone et murmura « Ils sont partis vite, trop vite ». Le crépuscule tomba brutalement. Dans la jungle, la nuit surgit comme un coup sec. Elle tendit en hâte sa toile entre deux arbres, tenta d'allumer un feu, en vain, tout était trop humide. Son réchaud à gaz la sauva, lui permettant de réchauffer un peu de nourriture. Assise près de la flamme vacillante, elle écoutait la forêt. Mais au lieu du bourdonnement habituel, insectes, oiseaux, régnait un silence étrange. Parfois, le craquement d'une branche ou un froissement de feuilles déclenchait en elle une bouffée d'effroi. La forêt ne se contentait pas de se taire, elle observait. Avant de se coucher, elle ouvrit son carnet et nota « Demain, j'atteindrai les Emberas. Il ne reste plus beaucoup de chemin. L'essentiel, c'est de ne pas perdre la route. » L'écriture, irrégulière, ressemblait à une tentative de se convaincre elle-même. Durant la nuit, la pluie redoubla. Les torrents martelaient la toile, dévalaient la pente, inondaient le sol sous elle. Laura se tourna et se retourna dans son sac de couchage, sentant l'humidité s'infiltrer. Parfois, un craquement résonnait. Accident ou présence proche, elle ne savait pas. Chaque son réveillait la peur. Elle fermait les yeux, mais la pensée persistait. Et si je n'allais pas dans la bonne direction? C'était la première fois qu'elle admettait que sa confiance pouvait n'être qu'une illusion. La forêt n'attaquait pas, elle ne menaçait pas ouvertement. Sa force résidait ailleurs. Elle sapait insidieusement la certitude, brisait la logique, ôtait tout repère. Au matin, elle se lèverait de nouveau pour avancer. Mais cette nuit-là, son chemin cessa d'être une exploration. Il devint une épreuve, où chaque pas l'éloignerait un peu plus de ce qu'on peut appeler la sécurité. Ces derniers pas se perdirent à jamais dans le vacarme de la pluie. Au 3e jour de marche, Laura Schmidt espérait encore déboucher sur un village. Mais le sentier s'effaça définitivement, emportant avec lui tous les repères. C'est ce jour-là que sa voix résonna pour la dernière fois sur le dictaphone. Après, il ne resta plus que le silence. Plus personne ne la vit vivante. La matinée commença sous un déluge sans fin. Le ciel semblait s'être fendu, incapable de se refermer. Le chemin qu'elle suivait n'était plus qu'un flot visqueux. Chaque pas lui coûtait des forces, ses jambes s'enfonçaient dans l'argile, ses bottes glissaient sur les racines. Son sac, saturé d'eau, pesait comme une pierre. Elle paraissait épuisée, mais avançait toujours, serrant dans sa main la boussole, son dernier espoir. Dans le dictaphone, elle dit simplement « Le signal GPS est complètement perdu. Je marche vers le nord-est, mais j'en suis pas sûr. » Sa voix sonnait sourde, lasse. Cet enregistrement deviendrait la dernière preuve certaine de son passage. Ce jour-là, la jungle sembla se liguer contre elle. Le ciel disparaissait derrière les frondaisons, la lumière peinait à traverser l'épaisseur des feuilles. Le jour avait l'allure d'un crépuscule. Chaque son se décuplait, répercuté en écho. Craquement de branches, tintement de gouttes, ses propres pas. Plusieurs fois, elle tenta de revenir sur ses traces, vérifier qu'elle n'avait pas bifurqué trop brusquement. Mais chaque fois, la même constatation. Rien ne changeait, tout se ressemblait, comme si elle tournait en rond. À un moment, la peur franchit le seuil. Elle glissa sur une pente boueuse et chuta, le genou heurtant une racine. Elle se releva péniblement, les vêtements couverts de terre. À bout de souffle, elle s'assit dans le torrent qui dévalait et prononça à voix haute « Je vais y arriver, je dois y arriver ». Mais ces mots se noyèrent dans le fracas de la pluie, et pour la première fois, elle entendit dans sa propre voix le vide. Le soir, elle trouva un petit surplomb rocheux. Là, elle pouvait s'abriter un peu du déluge. Elle suspendit ses vêtements trempés, tenta d'allumer un feu, mais les allumettes étaient mouillées. Chaque essai s'éteignait aussitôt. Elle jeta la boîte inutile au sol et s'assit, les genoux serrés contre elle, posés sur son sac. Dans son carnet, elle traça des lignes vacillantes.
Je n'ai presque plus de force. » L'écriture tremblait, les lettres se brouillaient sous l'eau. Plus tard, les sauveteurs retrouveraient ici ses ultimes traces, un morceau de toile plastique accroché à une branche et une empreinte de botte à demi effacée par la pluie. Rien de plus. Ce fut le dernier point connu de son itinéraire. Après, il n'y avait plus que l'inconnu. Lorsqu'au-delà de 3 jours après son départ, aucune nouvelle ne vint, ses collègues à Panama City commencèrent à s'inquiéter. Laura était disciplinée, toujours en contact, même dans des conditions difficiles. Son silence fut perçu comme un signal d'alarme. Le fonds universitaire alerta les autorités et la police nationale envoya les premières équipes de recherche dans le Chagre. Elles suivirent son itinéraire supposé et retrouvèrent ses premiers bivouacs. L'arrêt près du ruisseau où restaient des traces de brûlure de son réchaud, puis la clairière avec le foyer. Dans son journal, elles lurent les phrases où elle écrivait que l'eau transformait tout, que la forêt bougeait. Mais après cela, toute trace s'interrompait. La jungle semblait s'être refermée derrière elle. La forêt ne laissait aucun espoir. La pluie effaçait chaque détail. Les chiens perdaient la piste. Les sentiers disparaissaient sous les torrents. Même les guides chevronnés avouaient. Elle a pu partir dans n'importe quelle direction. Sous cette pluie, il ne reste rien. Le 3e jour dans le Chagre fut le dernier connu pour Laura. Après, ce fut le silence. Un silence qui s'étira jusqu'à être nommé disparition. C'est ce jour-là que son histoire cessa d'être celle d'une ethnographe en voyage et devint une tragédie documentaire. Ces derniers mots enregistrés sur le dictaphone marquèrent la frontière. Au-delà, il ne resta qu'une énigme. Où avait-elle bifurqué? Où s'était posé son dernier pas? Et pourquoi la forêt avait-elle choisi de ne pas la rendre au monde? Après 40 jours de recherche dans le parc national du Chagre, on ne retrouva que son dictaphone. Le reste avait été englouti par la forêt. L'histoire de Laura Schmidt devint une énigme de plus, sans dénouement, seulement des fragments de version et un inachevé glaçant pour quiconque en entendait parler. Lorsque plusieurs jours passèrent sans nouvelles, l'alerte fut donnée par ses collègues à Panama City. Laura avait toujours été disciplinée, trouvant le moyen de communiquer même dans les conditions les plus difficiles. Son silence fut le premier signe du danger. Le fonds universitaire alerta les autorités et la police, épaulée par l'armée, organisa des équipes de recherche. Des volontaires et des guides locaux, familiers des sentiers du Chagre, participèrent aux opérations. Ils suivirent l'itinéraire qu'elle avait tracé sur sa carte et retrouvèrent des traces de son passage. Près du ruisseau, des restes d'eau bouillie et l'empreinte d'une tasse. Dans une clairière, un ancien foyer et des notes dans le carnet, déjà effacées par la pluie. Sous un rocher, un morceau de toile plastique accroché à une branche et une empreinte de botte à demi effacée. Mais après ces points, plus rien. La jungle ne leur laissait aucune chance. La forêt agissait comme un être vivant. Chaque jour, la pluie effaçait les repères. Chaque nuit transformait une trace fraîche en vide. Les chiens perdaient la piste, les guides secouaient la tête. Elle a pu partir dans n'importe quelle direction. Le Chagresse semblait lui-même effacer sa présence. Les recherches duraient des semaines. Des hélicoptères survolaient la zone, des dizaines de kilomètres de sentiers furent fouillés, son nom crié dans l'épaisseur verte. Pour seule réponse, le fracas de la pluie. Pourtant, les hypothèses circulaient sans cesse. La première, la plus évidente, elle s'était perdue. Elle aurait poussé plus loin dans les montagnes, quittant l'itinéraire et perdu toute possibilité de retour. En saison des pluies, c'est une erreur fatale. Les nuits sont froides, les vêtements ne sèchent pas, maladies et épuisements guettent celui qui reste seul face à la jungle. La deuxième, un accident. Peut-être avait-elle glissé sur une pente, entraînée par un torrent jusqu'à une rivière. Le Chagresse est connu pour ses eaux rapides, ses précipices qui engloutissent tout ce qui s'y engouffre. La troisième, le facteur humain. Dans ces montagnes vivent des braconniers et des chercheurs d'or illégaux. Si elle les avait croisés par hasard, l'issue aurait pu être imprévisible. Mais aucune preuve n'est jamais venue confirmer cette piste. Pour sa famille, ces semaines furent une torture. Sa mère déclara aux journalistes « Laura était forte, préparée, elle savait ce qu'elle faisait. Mais dans la jungle, cela ne suffit pas. »
Son père s'envola pour le Panama, participa aux recherches, puis rentra 1 mois plus tard, les mains vides. Il rapporta seulement ses affaires, l'appareil photo, le carnet et le dictaphone. L'appareil ne contenait que des images transformées en taches vertes indistinctes. Les pages du carnet s'étaient collées les unes aux autres sous l'eau. Et sur le dictaphone, il restait ces mots. « Je n'ai presque plus de force ». Après cela, seulement le silence. Après 40 jours, l'opération fut interrompue. Officiellement, elle fut déclarée disparue. Le nom de Laura Schmidt s'ajouta à la longue liste de ceux qui étaient partis dans le Chagres et n'en étaient jamais revenus. Au Panama, son histoire renforça la réputation du parc, un lieu qui ne relâche pas ses prises. Touristes, chercheurs, habitants, tous, parfois, s'y volatilisent sans laisser de traces. Mais pour ses amis et ses collègues, Laura ne fut pas une simple ligne dans un rapport. Elle restait celle qui croyait pouvoir révéler au monde la culture des Embera. Son désir de comprendre et de préserver l'héritage d'autrui devint un symbole de dévouement. Dans les cercles universitaires, on écrivit des articles sur ses travaux. On se souvint de son sourire et de ses mots. « Je dois faire ce chemin seul ». L'histoire de Laura ne s'acheva pas par une explication, mais par une question. Que s'était-il réellement passé? S'était-elle perdue? Avait-elle été emportée par une rivière? Ou avait-elle croisé quelqu'un qui ne voulait pas de témoin? Il n'y a pas de réponse, seulement la pluie qui a effacé ses traces et la forêt qui sembla décider de la garder à jamais. Ce silence fut le véritable épilogue. Et c'est peut-être là que réside la part la plus terrifiante de l'histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Laura aurait-elle pu survivre, ou bien le Chagres a-t-il définitivement effacé ses pas? Donnez votre avis en commentaire. Ces histoires nous hantent précisément parce qu'elles n'ont pas de fin.